certains intellectuels, nous vivrions dans un âge dit postmoderne, dans lequel les narrations traditionnelles qui structuraient l'image que l'humanité se faisait d'elle-même se sont effondrées. À la place, nous adhérerions en groupe à des récits dans lesquels nous nous reconnaissons. Quelle est la pertinence d'un tel diagnostic ? Dans la mesure où il est avéré, faut-il y voir une évolution positive ou négative ? Ce sont là des questions aussi vastes que délicates. Mon invité pour cet épisode, Laure de la chaîne Code Laure, apporte quelques réflexions à leur propos. Et bien bonsoir, donc je reçois aujourd'hui Laure. Bienvenue déjà Laure sur Liberté Académique. Merci. Voilà, donc tu es physicienne, tu as obtenu un doctorat récemment. C'était une thèse sur certains phénomènes non linéaires dans les matériaux granulaires, on pourra peut-être revenir un tout petit peu plus dessus. Mais voilà, il faut aussi que je signale, c'est important que tu animes la chaîne YouTube Code Laure, où tu as des vidéos de réflexion sur différents sujets qui sont souvent des sujets qui prêtent à controverse, mais bon, tu traites ça de manière calme, on va dire. Donc je recommande aux gens d'aller jeter un coup d'œil à ta chaîne. On peut commencer par parler un peu de ta thèse de doctorat, parce que voilà, ça s'est pas très bien passé pour toi. Alors on parle beaucoup de problèmes dans le milieu académique sur le podcast. Ça c'est un type de problème dont on a assez peu parlé jusqu'ici en fait. Peut-être les relations entre les chercheurs ou entre les étudiants et leurs encadrants, etc. Bon, peut-être que tu peux, si tu souhaites, expliquer un tout petit peu le thème en fait de tes recherches de thèse. Alors, je suis tombée par hasard sur une thèse sur les matériaux granulaires. Et au final, j'ai étudié leur non-linéarité en faisant des simulations numériques, en envoyant des ondes dans les matériaux. Parce qu'en fait, un matériau granulaire, c'est un ensemble de sphères ou d'objets de différentes formes. Et souvent, on travaille avec des sphères, comme du sable. Et même si chaque objet individuellement est solide, le matériau en lui-même a des propriétés spéciales. Et par exemple, si on verse du sable, il se comporte comme un liquide. Mais contrairement à un liquide, il va très vite s'arrêter et il va pouvoir faire une pile, il ne va pas s'étaler. Et la non-linéarité que j'étudiais, c'est qu'au niveau des contacts, la façon dont on a manipulé le matériau granulaire change les propriétés des contacts entre les grains. Et donc, on peut avoir deux échantillons où tous les grains sont au même endroit, mais les propriétés de leurs contacts sont différentes et donc ils réagissent différemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, notamment, les labos sont très au point sur ces sujets, mais on n'a pas vraiment de grandes équations pour prédire comment un matériau va réagir. On est toujours à essayer de comprendre les phénomènes et de pouvoir les moyenner ou les expliquer avec une grande théorie. Ouais, c'est des systèmes difficiles, j'imagine, à étudier avec des équations comme ça. Ok. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi ça s'est mal passé, comment, entre guillemets, ça s'est mal passé? Tu n'es pas obligé de... voilà, je te laisse la parole, tu n'es pas obligé d'en raconter beaucoup, c'est comme tu veux, mais si tu souhaites, tu peux en dire beaucoup. À toi de voir. Oui, la version courte, c'est que j'ai trouvé une place dans un labo réputé d'une des très grandes universités européennes qui est en Suisse. Et j'ai commencé en n'ayant pas confiance en moi du tout, en connaissant pas le sujet. Et en fait, j'ai travaillé avec un professeur assez connu. Et en plus, j'ai été soutenue par un autre professeur et par un chercheur qui aurait été professeur s'il avait été dans une université. Donc vraiment des gens internationalement reconnus qui n'arrêtaient pas de me dire que tout allait bien, mais qu'il fallait que je continue à travailler. Et en même temps, le professeur de l'université, il me donnait pas vraiment d'objectifs, mais régulièrement, il me disait que je progressais pas suffisamment. Et en même temps, il fallait que j'apprenne tout par moi-même et qu'il fallait pas qu'on me guide trop. Et moi, j'y ai fait confiance parce qu'on dit toujours qu'un doctorat, c'est le premier projet de recherche indépendant. Et donc, il aurait fallu que je réussisse. Et en fait, il se trouve que la première tâche qu'il m'a donnée était impossible.
Et donc, j'arrivais pas à obtenir des résultats parce que elle était impossible. Et il a augmenté la pression, il m'a mis sur des contrats courts, il a eu des périodes où il me donnait aucune indication utile, ou alors une technique qu'il aimait bien faire, c'était me dire qu'il avait un objectif pour moi que je l'avais pas rempli et donc j'avais échoué. Mais il m'en avertissait jamais suffisamment en avance pour que je puisse accomplir les objectifs. Et donc j'ai travaillé de plus en plus, j'ai essayé de trouver de l'aide de la part de l'université. Vers la fin du doctorat, je me suis rendu compte que probablement j'aurais pas ma thèse, qu'il allait me poser des problèmes à la fin et que quand je demanderais à l'université jouerait les grands naïfs, parce que on est étonné à quel point des grands groupes de professeurs bien payés sont très naïfs sur la vie. Et donc j'ai commencé à monter un dossier et il y a des collègues de mon labo qui se sont joints et on a commencé à appeler les anciens qui avaient tous des histoires absurdes et horribles sur ce qui s'était passé dans le groupe. Et en fait, ça a compliqué la fin de la thèse, mais ça me l'a aussi éventuellement sauvé. C'est que quand l'université a changé de président, ils ont choisi un type vraiment bien et vraiment compétent et qui, du coup, a soutenu plusieurs d'entre nous qui étions dans des problèmes. Et en fait, j'ai changé de directeur de thèse plus de 6 mois après ma défense. Je crois presque 9 mois après ma défense, plus de 6 mois après avoir réécrit pour la dernière fois un bout de ma thèse. Et j'ai fini par avoir mon titre. Et là, ça fait plus de 2 ans que j'ai défendu, plus d'une année que j'ai eu mon titre officiel. Et on devrait savoir prochainement qu'est-ce qu'ils ont décidé dans l'enquête. Mais une des pratiques que j'ai remarquées, c'est qu'ils ont enlevé autant de chefs d'accusation qu'ils pouvaient. Donc à toutes les étapes, ils enlèvent des accusations. Donc on soupçonne qu'ils y arrivent à la conclusion que c'était pas grand-chose parce qu'ils ont tout laissé tomber avant. Ouais. Mais j'ai pas encore la conclusion, donc je leur donne encore le bénéfice du doute jusqu'à ce qu'on soit informé de ce qu'ils décident de faire. D'accord. Bon, c'est ouais. C'est pas une thèse qui donne envie de. On n'est pas les seuls. Ouais. Ah mais je sais. Ouais, une des choses qui se trouve, c'est que le milieu académique, donc il y a des groupes qui sont très bien, où les professeurs sont adorables, où les gens sont sympas, et en général, c'est souvent des facultés où tout le monde se soutient. Et après, il y a des secteurs entiers d'université qui vont assez mal, avec des profs un peu tyranniques, ou colériques, ou caractériels, ou qui font ce qu'ils veulent et où ça se passe mal. Et en fait, la hiérarchie, en ce moment, dans les universités, de plus en plus, elle veut des papiers et du chiffre. Elle veut des collaborations internationales, des financements, des sujets un peu à la mode. Et donc, en fait, elle n'aide pas du tout les chercheurs qui veulent faire de la vraie science s'ils ne sont pas soutenus eux-mêmes par des gens dans leur groupe. Et on a vraiment, dans cette université, c'est le jour et la nuit. Il y a des endroits avec des profs qui sont en or, et il y a des endroits où quasiment tous les profs sont de bizarres à vraiment problématiques. Ça donne pas envie de continuer dans la recherche, ça, malheureusement. Ouais, mais ça arrive, comme tu dis, voilà, c'est pas la norme, mais bon, tu n'es pas la seule, ni la première, malheureusement. Ouais. Mais il n'y avait pas des gens, pendant le doctorat, des gens peut-être moins gradés que les professeurs titulaires, qui travaillent dans le même groupe, qui pouvaient t'aider à progresser sur le domaine des postdocs ou des chercheurs plus juniors. C'était... Alors en fait, j'étais un peu seule sur mon sujet. D'accord. Il y avait un autre type dans le groupe, mais le prof lui avait demandé de ne pas travailler avec moi. Parce qu'il voulait qu'on travaille indépendamment. Ce qui, voilà, à l'époque, je ne le savais pas. J'ai eu l'aide d'un professeur externe, hyper compétent, qui m'a vraiment récupéré des boulots de recherche. Par exemple, ma première revue de la littérature, il m'a téléphoné pour me dire qu'elle était complètement pourrie et qu'il fallait que je refasse tout depuis le début. Sur le moment, c'était un peu dur, mais il m'a formé. C'est lui qui m'a amené la partie scientifique, vraiment, parce que chaque fois que je faisais quelque chose de pas terrible, il venait puis il était là, alors non, ça c'est nul, tu recommences. Et c'était vraiment ce qu'il me fallait pour monter mon niveau. Un vrai regard scientifique. Oui. Ok. Mais écoute, je sais pas, tu souhaites rajouter quelque chose à propos
cette expérience de thèse ou... J'en parle un peu sur ma chaîne. S'il y a des gens qui écoutent, qui sont dans cette situation, allez lire le règlement. Il faut absolument savoir dans l'université qui peut porter plainte, sous quelles conditions, parce que vous allez recevoir beaucoup de mauvaises informations. Des fois, même les gens bien ne sont pas au courant. Et moi, ça m'a vraiment sauvée. Par exemple, mon professeur a voulu m'empêcher de défendre ma thèse. Il m'a voulu m'empêcher de soumettre ma thèse pour qu'ensuite je ne puisse pas défendre. Et pendant le week-end, j'ai lu la loi de l'université et j'ai trouvé que je pouvais soumettre ma thèse sans son accord. D'accord. Apparemment, toute la hiérarchie était surprise. Personne ne savait que c'était possible. Mais c'est pour dire que ça peut vraiment faire une grosse différence. Je recommande pas forcément, mais voilà. Ça m'a beaucoup aidé. Tu recommandes pas forcément de le faire, mais tu recommandes aux gens de prendre connaissance du fait que c'est possible. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. D'accord. Ok, ben oui, c'est une bonne recommandation, j'imagine. Enfin, j'ai pas été dans ce cas de figure, heureusement, mais voilà, merci pour la recommandation, s'il y a des gens que ça peut aider. Et alors, pour justement faire la transition vers le reste de la conversation, sur ta chaîne, tu parles effectivement un peu de ta thèse, tu parles aussi beaucoup de sujets qui sont assez... qui suscitent pas mal de controverses, de désaccords à notre époque. On en a déjà un peu parlé, quand tu m'avais gentiment invité sur ta chaîne pour discuter, mais des sujets autour des sujets de controverse intellectuelle, le féminisme, le postmodernisme, les controverses sur les campus, etc., ou les idéologies qui jouent un rôle en tout cas là-dedans. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à tout ça en fait? J'ai toujours beaucoup lu et j'ai toujours beaucoup aimé réfléchir. Quand j'avais 18 ans, je me suis intéressée au féminisme, mais j'avais pas vraiment l'impression... J'étais jamais complètement convaincue par les arguments. J'étais convaincue par beaucoup des idées et des faits. Par exemple, le fait que les violences sont pas condamnées, qu'il y a du harcèlement de rue. Mais souvent, le discours derrière m'avait l'air pas totalement faux, mais partiellement faux. Et je comprenais pas pourquoi les femmes, qui pourtant sont souvent très intelligentes, ne se donnaient pas la peine d'essayer de résoudre ces problèmes. Et du coup, j'ai jamais osé vraiment me lancer dans le sujet. Et là, je pense, notamment avec mon doctorat, que j'ai gagné suffisamment de bouteilles et de confiance en moi pour un peu me faire plus confiance sur mon opinion sur ces sujets et donc les aborder plus directement, sans toujours donner le bénéfice du doute aux gens qui disent « mais moi je sais la vérité, il faut que tu me crois ». Et ça a fait une transition. Et puis ça me manque aussi un petit peu le monde des idées, parce que la science c'est bien, mais c'est quand même beaucoup d'équations et puis beaucoup de logique. Et de temps en temps, voilà, on veut faire autre chose de sa vie aussi. Ok. Tu as lu récemment plusieurs livres, j'en suis sûr, mais en particulier 2 dont nous pouvons discuter ensemble, enfin surtout toi, parce que c'est ton invité, mais en particulier un bouquin qui est assez fondateur en fait pour certains des débats en fait qui ont lieu, tout ce qui est culture wars, postmodernisme, grievance studies, justice sociale, puisque beaucoup de gens, y compris moi, retracent l'histoire de ces mouvements académico-militants, justice sociale, intersectionnelle, un héritage du post-structuralisme français. Et donc récemment, tu as lu La condition postmoderne de Jean-François Lyotard, qui est un bouquin... Alors justement, tu vas me dire, mais dont on peut dire qu'il est soit simplement descriptif de ce que serait la condition postmoderne, soit est-ce qu'il prescrit davantage une certaine manière de penser, tu vas nous en dire plus, mais en tout cas la condition postmoderne ou le postmodernisme selon Lyotard, ce serait la mort des grandes narrations, les grandes idéologies, si on veut, qui pourraient décrire à peu près tous les phénomènes humains.
comme les religions, le marxisme, etc. D'après Lyotard, cette fin des grandes narrations a laissé la place, si on veut, à une sorte de nouvelle, pas organisation, mais justement en quelque sorte désorganisation de l'espace intellectuel. Voilà, je pense que j'ai assez déjà blablaté sur la question. Tu peux peut-être nous en dire plus. Oui, alors il écrit à la demande, je crois, d'une université québécoise, un rapport sur l'impact de la science et l'évolution de la technique dans la société. Il lui demande de savoir, puis il demande à un philosophe français, voilà. Et en fait, son bouquin La condition postmoderne, il fait un état des lieux très lucide de la science. Et en fait, il propose d'expliquer notre monde postmoderne. Et il définit jamais ces termes, donc on doit toujours un peu deviner ce qu'il est en train de dire. Il parle de métanarratif, de méta-histoire, dans l'idée que la civilisation occidentale, ou en tout cas plus ou moins européenne occidentale, essayait de se trouver un grand goal à l'humanité. Et notamment en science, il y avait un peu deux grands goals. Il y avait faire la science pour elle-même, pour expliquer le monde, et puis essayer de libérer l'humain, ce qu'il appelle le projet des Lumières, de réussir à faire des humains émancipés. Et il dit, et ça a toujours été deux tendances un peu en contradiction dans la science et en lutte. Et en fait, au XXe siècle, la population, les gens, et je pense en fait surtout les élites et les États, ont perdu l'espoir de réussir à libérer l'être humain, à créer des humains émancipés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on avait, en tant qu'État-nation, plus de buts à viser. Et en fait, les gens se sont remis sur des espèces de petits buts locaux où on commençait à travailler un peu dans toutes les directions sans réussir à trouver de solution. Et l'argument de Lyotard, c'est de dire que la science aussi s'est rendue compte qu'elle ne pourrait jamais libérer l'humain, donc elle a perdu ce goal. Et puis, elle s'est aussi rendue compte qu'on n'arriverait jamais à trouver un seul ensemble d'axiomes pour expliquer tout l'univers. Et ça, c'est le théorème de Gödel, qui a écrit un papier en prouvant qu'on n'arriverait jamais avec un seul set d'axiomes à tout expliquer. Donc son argument, c'est de dire, bon, maintenant les gens sont désabusés et ils font du travail dans leur coin, en sciences aussi, dans les différents domaines, mais sans plus avoir un grand goal en commun. Et en fait, il explique ça comme un état des lieux de la situation et il propose qu'on ne peut plus chercher une grande solution de méta-histoire. Il faut qu'au contraire, on voit le monde comme étant un ensemble de gens un peu repliés sur eux-mêmes, parce qu'ils n'ont plus de grand but dans la vie, en fait, mais qu'il faut les voir comme des gens qui sont en relation avec les uns, avec les autres, où les messages passent à travers eux. Et en fait, il faut voir le monde comme une espèce de réseau de messages qui passent à travers les gens. Et en fait, quand le message passe d'une personne à l'autre, les gens peuvent se déplacer dans le réseau. Et de voir le monde un peu en réseau, et ensuite de voir des méta-histoires, des cultures seulement locales. On ne pourra jamais avoir une culture globale, et donc on vise simplement localement à avoir différentes cultures. Il appelle ça des jeux de langage, que les gens s'organiseraient. Et à la fin, dans son livre, il a une réflexion un peu à tendance anarchiste, qui est de dire que du coup, les gens prendraient des accords sur les règles du jeu de langage localement, entre les gens, et en fait, il conviendrait de rediscuter ces règles quand il y a des nouvelles personnes. Donc en fait, tout deviendrait en mouvement plutôt que d'être fixe. Et tout ce qui est notamment contractuel, que ce soit les contrats du mariage, les contrats de l'emploi, les contrats légaux, seront rediscutés périodiquement avec les gens, avec les nouvelles personnes. Et parce que ce qu'il reproche en partie à l'Occident, n'est-ce pas, qu'il appelle l'Occident, c'est le fait qu'il y ait tout un travail de l'État avec les institutions et qu'en fait les institutions imposent la parole aux gens et brident les gens dans leurs interactions les uns avec les autres. Parce que lui, ce qu'il aime, c'est dans les jeux de langage, c'est le fait que ce soit les gens qui parlent entre eux sur leur sujet de discussion qui font le jeu de langage. Et on voit dans le bouquin qu'il apprécie pas trop le fait qu'il puisse y avoir quelque chose de supérieur qui dicte qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. D'accord. Juste un commentaire sur le théorème de Gödel. Il a été beaucoup utilisé souvent
plutôt n'importe comment. Alors j'ai pas lu l'utilisation qu'en a fait Lyotard. Tu vas me dire ce que t'en penses peut-être plus en détail, mais beaucoup d'auteurs entre guillemets postmodernes ont essayé de l'utiliser pour montrer que grossièrement parlant que en fait la science ne peut pas tout expliquer, ou qu'elle se contredit elle-même, que les mathématiques se contredisent elles-mêmes, etc. Enfin, ce genre d'exagération interprétative. Il y a eu un bouquin entier qui a été écrit sur la question par Jacques Bouvresse. Je sais pas si tu as entendu parler, mais ça s'appelle Prodige et vertige de l'analogie. C'était dans le sillage de l'affaire Sokal. Et ça s'adressait justement aux critiques qui ont été faites à Sokal et Bricmont, et en particulier en fait à la controverse sur l'utilisation du théorème de Gödel par certains auteurs. Et en fait, ce que dit le théorème, si je me rappelle bien, là ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais c'est que quand tu as un système d'axiomes, donc après tu peux avoir des propositions qui sont vraies ou fausses sur la base de ces axiomes-là, mais il y a certaines propositions qui peuvent être vraies, mais dont on peut pas démontrer en fait qu'elles sont vraies. Ça c'est le théorème Ça, c'est un d'incomplétude. axiome. Un axiome, c'est une hypothèse que tu prends parce que tu n'as pas pu la prouver. Donc tu dirais, Oui. supposons qu'on puisse définir 0 et 1. Oui. Et puis D'accord, ensuite, tu mais construis sur cette oui. base. Oui, mais justement, quand tu prends un système d'axiomes, après tu peux construire des propositions. Si elles sont suffisamment intéressantes, on peut les appeler des théorèmes par exemple, mais le théorème de Gödel, ce qu'il énonce, c'est qu'il va y avoir des propositions qui sont vraies dans ce système d'axiomes-là, mais tu peux pas le montrer en fait. Tu peux pas le démontrer. Donc ces propositions-là sont pas elles-mêmes des axiomes, mais c'est des propositions vraies mais non démontrables. Je cite de mémoire, hein, mais c'est ça qui retourne. Donc je sais pas dans quelle mesure ça correspond à ce que Lyotard en fait. Mais bon, ça n'a pas empêché les mathématiques de continuer, quoi. Même la logique formelle. Mais voilà, enfin, je te rends la parole. Enfin, je sais pas si ça t'inspire, ou si tu voudrais plutôt creuser un autre point. Non, la partie du théorème de Gödel m'a aussi un peu interpellée. En Ouais. fait, il met l'argument que la science n'a plus de but. Oui. Et ce qui, notamment, par exemple, dans les universités, il présente les universités, il dit le modèle allemand d'université. En fait, les universitaires ne faisaient pas du tout confiance à l'État. On parle du 19e siècle. Donc, ils avaient sûrement raison. Et ils voulaient du coup que la science et que l'université soit là pour servir surtout la science, en priorité. Donc, faire la recherche pour la recherche. Par rapport en France, où il y avait un grand engouement pour les idées des Lumières et le fait de libérer les gens, et où du coup l'université servait la société. Et ça change la façon dont on pense l'éducation. Parce que si on fait une éducation pour la science, on va juste former quelques intellectuels, un groupe de chercheurs dans la société qui vont faire de la science pour la science. Et donc on va mettre un peu d'emphase sur l'éducation secondaire pour former ces chercheurs. Par contre, dans le modèle français, où on veut libérer les gens, on va beaucoup plus mettre l'axe sur le fait de former toute la population et donc d'avoir des écoles très très fortes, de former tous les gens, typiquement d'aller en bac, de continuer à l'université. Et en fait, c'est deux tendances dans les universités qui étaient très fortes au début. Et son argument, c'est qu'avec la désillusion de la perte de ces grands goals, eh ben, les universités se sont soumises à l'État et à la logique capitaliste de l'efficience. Et en fait, pour produire plus, il faut produire des ingénieurs et des techniciens qui puissent utiliser les techniques. Donc les universités, maintenant, sont devenues des écoles techniques pour former des ingénieurs et des gens qui peuvent utiliser et améliorer les outils techniques que l'on a, plutôt que de travailler à la libération de l'homme ou à la science en elle-même. Et là, je te rejoins dans la critique du théorème de Gödel, c'est qu'il utilise ce théorème pour faire cet argument,
Mais j'ai envie de dire, personne nous avait dit en sciences et les scientifiques sont pas au courant qu'on a abandonné ces goals. On a des secteurs entiers des universités qui travaillent juste à essayer de faire que les gens vivent mieux. Je veux dire, en sociologie, tu peux même pas faire des questions de recherche qui seraient un peu méchantes, tellement les gens ont peur que ça soit mal utilisé, tellement les gens veulent essayer de résoudre les problèmes. Et donc, c'est pas du tout vrai que ça a été abandonné. Et la recherche fondamentale, si elle galère toujours à trouver des financements, ça c'est pas nouveau, il n'empêche que les gens se battent pour en faire et on se bat pour trouver des choses. À Genève, le CERN, c'est de la recherche fondamentale. Donc c'est pas vrai que ça a été abandonné par les scientifiques. Et ça a été, et ça continue d'être financé fortement, enfin en tout cas le CERN a proprement parlé. Mais ouais, ok. Il y aurait pas mal de choses à... Enfin, le CERN, pour être clair, il sert à rien. Oui. Je veux dire, la plupart des gens, le fait qu'on ait trouvé le boson de Higgs, c'est génial. Mais d'un autre côté, a priori, dans les 20 prochaines années à venir, ça va changer la vie à quasiment personne. C'est de la recherche, pour le plaisir de la recherche, en espérant qu'on trouve quelque chose de cool. Oui, voilà. Carrément. Ça, je pense que c'est assez difficilement contestable. Donc en fait, ce qui est, enfin, c'est même pas implicite dans ce que tu dis, c'est assez explicite. Tu contestes quoi, en partie au moins son diagnostic. Allez, je suis d'accord sur la partie. Je suis d'accord sur le. Si tu veux, il fait une analyse très juste des tensions dans l'université. Il y a toujours une tension. Est-ce qu'on forme, par exemple, moi j'ai fait physique, on fait beaucoup de maths, et il y a toujours la critique du fait que quand on rentre à l'université, on fait plus de sciences sociales du tout, on fait plus de littérature, et que finalement on se retrouve avec des gens qui sont des techniciens excellents, mais qui ont plus beaucoup de liens avec le reste du monde réel. Et donc là, c'est une tension, c'est une critique qu'il fait qui en fait est assez vraie. D'un autre côté, les académiciens qui critiquent la science pour ça, ils sont aussi souvent assez coupés du reste de la société parce qu'ils traînent dans des cercles d'intellectuels des universités, qui a un petit monde en lui-même, quoi. Ouais, je sais pas si tu connais cet essai de Snow qui est très très vieux maintenant, enfin c'est des années 50 je crois, qui parle des deux cultures, alors la culture des humanités et la culture des sciences naturelles. Et justement, il fait une réflexion, alors peut-être un peu plus brutale que celle que tu viens de faire, mais c'est qu'il note que dans les humanités, les universitaires se gaussent un peu des illettrés des sciences naturelles qui n'auraient pas lu Shakespeare ou, je sais pas, Joyce ou Homère, ou en tout cas pas suffisamment. Et il dit, lui qui est en quelque sorte un scientifique mais qui évolue parmi les gens des humanités, il dit que lorsque je leur demande s'ils peuvent citer la seconde loi de la thermodynamique, on me regarde de travers. Donc il parle de cette... en fait de ce fossé qu'il y a entre ces ensembles de disciplines. Et effectivement, on peut le déplorer tout en gardant en tête quand même que si on voulait former des étudiants qui soient très bons dans les sciences naturelles, dans les humanités et dans les sciences sociales, il faudrait qu'ils étudient jusqu'à 50 ans, et c'est quand même difficilement envisageable. Là, je suis pas sûre, en fait. Ouais. Parce que il me semble qu'un bon domaine de recherche va étudier son sujet à fond, mais doit aussi avoir la capacité de se résumer. Certains sujets sont longs, certains sujets sont courts, mais doit être capable ensuite, en tant que domaine, de proposer un livre d'introduction au sujet ou de vue d'ensemble du sujet avec ses conclusions principales, avec ses hypothèses, avec ses grands textes. Et en fait, de ne pas simplement jeter des pavés de littérature en disant tu dois lire ces 100 livres, mais d'être capable de dire non, voici en 50 heures ou en 25 heures, c'est un crédit d'université, en 25 heures, voici une façon d'avoir une très bonne base dans un domaine. Parce que si des gens peuvent le faire
avec des matières manuelles, si on arrive à le faire avec de la physique ou avec des maths, ça veut dire qu'on doit pouvoir être capable de le faire aussi dans d'autres domaines. Et là, je pense que non, on pourra peut-être pas être un Léonard de Vinci, mais on a les compétences actuellement de former des gens très très bien. Par contre, on peut pas leur faire perdre du temps. Et donc, c'est un des défis, à mon avis, de l'école, c'est que si on veut former les gens mieux, il faut pas perdre du temps sur ce qui est optionnel. Mais c'est pas toujours facile de trouver ce qui est essentiel et de comment bien l'amener aux gens. Mais à mon avis, c'est un défi à se mettre, c'est un défi que la science travaille. Par contre, je trouve que les milieux humanitaires ne le font pas. Et une des raisons pour lesquelles ils ne le font pas est purement financière. C'est que si on pouvait résumer leur domaine, eh ben, il y a beaucoup de gens qui perdraient leur travail. Et ça, je trouve que dans tous ces débats, le fait qu'ils prennent le théorème de Gödel, par exemple, ou qu'ils critiquent la science non-stop, c'est aussi simplement une façon de continuer à publier des textes. Et ils vont attendre la prochaine découverte scientifique et ils vont écrire 5000 bouquins dessus. Et après, il y en aura une nouvelle et ils pourront continuer parce que c'est ça leur travail. Ils sont payés pour écrire des textes. Ouais, bon, c'est pas une vision très flatteuse de ce qu'ils font, même si tu seras pas surprise d'entendre que pour certains coins des humanités, je pense que tu as raison, que c'est ça qui se passe. Mais ouais. Enfin, en tout cas, j'ai bien entendu ta précision. On fait ça en science aussi, je veux dire. Pour être tout à fait honnête, il y a plein de scientifiques qui publient des papiers juste parce qu'il faut publier des papiers. C'est pas limité aux humanités. Mais en science, parce qu'on a le feedback avec la réalité, on est plus vite bloqué que dans les humanités. Ok. Bon, ça, je pense qu'il y a un certain nombre de... Ça ouvre la question du à quel point est-ce qu'on peut avoir un feedback avec la réalité dans les humanités, mais je pense que ça peut être assez abyssal comme question. En tout cas, j'entends bien ta précision sur le fait que le but n'est pas de former des experts en tout, parce qu'effectivement, ce serait impossible en fait, mais d'avoir des gens qui sont experts de quelque chose et informés sur les autres domaines, si je t'ai bien comprise. Oui, exactement. D'accord. À la Jane Austen. D'accord. Et est-ce que... Là, c'est une question que je peux pas ne pas te poser. Est-ce que tu vois une filiation entre ce bouquin de Lyotard, les thèses qu'il y développe, qu'il y défend, et on va dire le militantisme de campus type justice sociale, critiqué par Helen Pluckrose et compagnie, puisque bon, il y a beaucoup de gens, j'en avais parlé quand tu m'avais interviewé, qui affirment qu'il y a une filiation plutôt très nette entre le post-structuralisme français et puis ces courants-là. Qu'est-ce que tu en penses ? Disons, Lyotard ne dit pas directement qu'il n'existe pas une vérité. Il évite d'ailleurs soigneusement le sujet. D'accord. Parce que j'ai cherché dans son livre et il évite de parler, par exemple, de l'expérience de la confrontation à la réalité, qui est quand même un élément très, très important en science. Mais le pas n'est pas très dur à franchir. Et un des phénomènes qu'il y a dans les milieux académiques, qui est bien et qui n'est pas bien, mais c'est simplement qu'il faut explorer de nouvelles idées. Et dans les milieux humanitaires, c'est presque un devoir de leur part, quand vient une idée totalement originale, même si elle est absurde, d'essayer de l'explorer. Et dans ce cas-là, cette idée de fin des grandes histoires, du fait qu'on ne peut plus que compter sur soi-même, puis qu'on doit négocier en petits groupes nos positions. Parce que ce qu'il dit pas, Jean-François Lyotard, c'est que c'est aussi assez effrayant. Si on imagine que moi, je suis dans un village et qu'on se met d'accord sur quelque chose, mais qu'ensuite les gens meurent ou que des gens de la ville viennent, 300 personnes viennent de la ville avec une autre opinion, eh ben, ça change les règles du jeu et parce que des inconnus sont venus, ils prennent le pouvoir sur notre communauté. Ça amène beaucoup d'anxiété et d'angoisse et c'est une façon de voir les choses qui pourrait être claire, mais qui est utilisée de façon à rendre les gens très confus. Je veux dire, tu as dû lire beaucoup sur le sujet, j'ai lu aussi beaucoup sur le sujet.
c'est des penseurs, mais que ce soit Derrida, que ce soit Foucault ou comme ça, qui aiment rendre les choses trop compliquées parce qu'ils maintiennent la confusion, ça donne l'impression qu'ils sont des experts. Et quand on les critique, si on critique Foucault, tout le monde, quelqu'un vient et il te dit « Mais vous n'avez pas lu tout Foucault ?» Mais ce type, c'est pas Jésus, quoi. On n'a pas besoin de lire tout ce qu'il a écrit non plus. Non, mais on doit pouvoir être capable de se faire une opinion de son œuvre et de son travail sans devoir lire tous les textes et après lire tous les commentaires de textes, parce que ça, c'est aussi une industrie dans le milieu académique, le commentaire de texte. Et il y en a qui sont exceptionnels. Donc, à part ça, il y a des gens qui font du travail exceptionnel, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font du travail moyen et qui nous apportent pas forcément grand-chose à lire. Sans être méchant, il y a beaucoup de livres qui sont publiés, ils sont pas tous intéressants pour nous. Et voilà. Et je pense que ça a soutenu les mouvements identitaires dans le sens que ça donnait du travail aux gens, mais que ça maintenait aussi la confusion. Il me semble, parce que, en tout cas à gauche, la critique matérialiste et les évolutions de la théorie matérialiste sont très, très puissantes pour expliquer ce qu'on appelle les oppressions, pour expliquer les injustices et aussi pour pointer du doigt aux endroits où il va falloir aller changer les choses pour les améliorer. Tandis qu'avec le postmodernisme, c'est toute une histoire de discussion, de maintenir la discussion, de convaincre les gens. Et du coup, on évite de parler argent, de parler loi, de parler règlement, de parler structure. Donc voilà, c'est probablement financé aussi pour lutter contre d'autres méthodes qui marchent mieux, à mon avis. Ouais, ah oui, carrément. Tu penses qu'il y aurait la gauche postmoderne aurait été favorisée dans l'université aux dépens de la gauche, disons, marxisante, pour faire très simple, à dessein, en fait, parce qu'elle était jugée moins subversive, au moins en pratique. Alors en France, je sais pas, mais en France, il faut aussi dire que Foucault a été super à la mode et après est devenu complètement dépassé. Donc dans les années 90, parce que il était complètement dépassé, il est passé dans des analyses de lettres, littérature, ou dans les références, parce que son combat sur l'homosexualité, sur le sida, sur les prisons, ce qu'il a fait de militant en France, c'est du très très bon boulot. Mais on fait plus confiance à ses thèses. Par contre, aux États-Unis, et c'est assez marrant de voir que c'est resté aussi populaire, parce qu'il faut comprendre, c'est que, disons, je suis la faculté d'études de genre, et quand on m'a fondée, l'école a donné assez d'argent pour avoir, 4 professeurs, plus 15 staffs permanents qui font de la recherche, plus, 10 doctorants. C'est pas énorme. Et ça veut dire qu'ensuite, ils sont allés demander pour avoir plus d'argent et qu'ils l'ont obtenu. Et donc, tu as à chaque fois une décision de la hiérarchie qui a décidé de fonder plus ce département qu'un autre. Et le fait que justement des analyses matérialistes, économiques des populations, que ce ne soit pas elles qui sont fondées, c'est une décision au niveau de l'exécutif de l'université, pas seulement au niveau des chercheurs. Et après, si tu es jeune étudiant qui finit, c'est comme nous en sciences, tu postules où tu peux pour essayer de trouver une thèse et tu vas dans les groupes qui existent. Et après, tu as été formé pendant 6, 8, 10 ans à une technique et tu connais pas les autres. Et c'est pas forcément ta faute s'il n'y a pas les opportunités. C'est pas une mauvaise transition peut-être pour parler du bouquin de Laurent Bouvet. Je sais pas ce que tu en penses. Enfin, tu voulais rajouter quelque chose sur la condition postmoderne de Lyotard. D'accord. Ouais. Donc on peut transiter vers le livre de Laurent Bouvet. C'est quoi déjà Là, c'est un travail médiocre de ma part. C'est quoi déjà le titre en fait Le péril de l'identité ? Non ? Le péril identitaire, c'est ça ? Le péril identitaire, yes. Voilà. Alors, donc c'est un tout petit livre qui est paru pendant l'été, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, je l'ai lu puisque ça parlait de sujets qui m'intéressent.
Je t'en ai parlé, tu l'as lu aussi. On espérait discuter ensemble tous les deux avec Laurent Bouvet du bouquin et de ce qu'on en pense. Malheureusement, il n'a pas répondu à nos propositions. J'imagine qu'il est très occupé. Enfin voilà, peut-être que je peux présenter très brièvement la thèse avant de te laisser la parole, mais ce qui apparaissait un peu... Oui, la dernière question que je t'ai posée sur le bouquin de Lyotard, La condition postmoderne, ça concernait justement des développements contemporains, des mouvements militants, identitaires, se voulant de gauche, qui ont un pied et demi, on va dire, sur les campus universitaires. En tout cas, originellement, c'était comme ça. Maintenant, ils ont gagné une sorte de crédit culturel plus vaste, quoi. Mais c'est surtout là que ça s'est développé sur les campus, surtout aux États-Unis et dans les autres pays anglophones. Donc voilà, des mouvements identitaires qui se réclament volontiers de la justice sociale, de l'intersectionnalité. Laurent Bouvet essaie d'en retracer une partie, en tout cas, de l'histoire intellectuelle et disons politique. Je peux peut-être te laisser finalement expliquer, c'est mieux. En parlant d'identitaire, je vais rajouter un point sur Lyotard. Il n'aborde jamais la question de l'identité dans son livre. Et ce n'est pas un sujet qui a l'air de l'intéresser ou qui est amené à quelque moment que ce soit. Et en fait, je comprends mieux la critique des philosophes actuels qui aiment bien le postmodernisme. Et par là, je veux dire des vrais chercheurs en université qui disent non, les questions identitaires et le postmodernisme sont séparés. Et en fait, c'est vrai, ces deux courants d'idées, cette idée qu'on va voir tout le monde en réseau, qu'il n'y a plus de grandes vérités universelles, mais que toutes les vérités sont locales, et l'idée qu'on va se baser nos revendications sur des identités et construire autour d'identités. Par contre, c'est un espèce de mariage qui est porteur actuellement et qu'on retrouve dans la recherche actuelle, notamment aux États-Unis. Parce que la question identitaire pourrait être traitée de façon très différente si elle n'était pas liée à ces questions, à ces idées postmodernes. Voilà. D'accord. Et on peut aller sur Bouvet. Ouais, avec plaisir. Je te laisse la parole. Alors, ma compréhension du livre de Laurent Bouvet, c'est qu'il a déjà étudié pas mal ces questions identitaires, notamment dans sa thèse, donc il est très au courant de ce sujet. Il a aussi pas mal lutté pour la laïcité en France, il est dans certains groupes. Il aime bien écrire des bouquins polémiques et faire des interviews polémiques. Et en fait, dans son livre, il propose de faire une courte histoire du libéralisme, qui est en fait très intéressante, où il parle des débuts des idées libérales, le XVIIIe siècle, du fait qu'il y a eu pas mal de défis, il y a eu pas mal de questions et de contradictions, et qu'éventuellement le libéralisme s'est uni ou s'est mis d'accord avec l'idée de la démocratie, ce qui n'était pas du tout acquis au début. Donc il a fallu argumenter, est-ce que le libéralisme et la démocratie, ou est-ce que la démocratie fait partie du libéralisme ou pas, et qu'éventuellement ça en fait partie. Et au XXe siècle, il y a eu une montée de l'autoritarisme, donc de régime totalitaire. Et la définition d'un régime totalitaire, qui a été donnée en Italie, c'est un régime qui va vraiment essayer de contrôler la vie des gens jusqu'en de leurs plus petits détails. Donc typiquement leur sexualité, leur culture, leurs interactions sociales, et notamment leurs paroles, donc leur liberté d'expression. Et pour lutter contre ce totalitarisme qui montait au XXe siècle, les pouvoirs occidentaux ont transformé le libéralisme, qui était en fait un courant de pensée qui était utilisé par le pouvoir, et ils en ont fait ce qu'ils appellent une puissance culturelle, et ils ont commencé à enseigner le libéralisme à tout le monde, à faire une espèce de libéralisme de combat. Et l'idée, c'était d'implanter une idée dans la tête des gens qui leur fasse résister à la tentation de se soumettre à un régime qui soit totalitaire. Et donc, le libéralisme XXe siècle a été
raffinée, transformée, promue, donc avec un vrai travail de propagande pour que quand on accepte ces idées, on résiste ensuite au régime totalitaire. Et il parle ensuite d'un passage de ce libéralisme de combat, parce qu'en fait, avec la chute du mur, la lutte contre le totalitarisme a été gagnée. Donc même les gens qui viennent des pays de l'Est préfèrent nettement vivre dans un capitalisme occidental qu'en URSS, hein, sous ce régime, et que du coup, ce libéralisme évolue progressivement et qui s'est logé sur la question de l'identité. Et au sens de Laurent Bouvet, ces critiques identitaires sont une évolution du libéralisme. Et à gauche, notamment, il fait la remarque du fait que la gauche s'est tellement reposée sur ses acquis libéraux qu'elle a oublié de réussir à les défendre. Et notamment, la laïcité, c'était une façon de lutter contre les catholiques en France. Et du coup, il n'y a pas eu du tout de réflexion sur la laïcité par rapport à l'islam, par rapport à d'autres religions. Et ce passage à l'identité est une espèce de nouveau libéralisme qui remplace le libéralisme culturel combattant du XXe siècle. Voilà. Mais à son sens, ce qu'il appelle le péril identitaire, c'est que ça détruit ce qu'il appelle l'universalisme républicain. Donc c'est un bouquin français, hein. Oui. Parce que ça risque de fracturer les gens. Là où le libéralisme culturel essayait plutôt de les rassembler, je ne sais pas si c'est entièrement vrai. En tout cas, le libéralisme culturel a plutôt tendance à promouvoir de la paix et des négociations pacifiques. Il dit que le libéralisme identitaire a tendance à renfermer les gens sur eux-mêmes et à créer des divisions. Et en fait, c'est ça qui l'inquiète, c'est cette poussée des divisions. Et il en conclut, notamment un des passages qu'il cite, c'est qu'il dit, mais en fait, l'identité affaiblit la gauche, parce que la gauche s'est basée historiquement sur le fait d'être un pot pourri, de rassembler des gens de différentes cultures, d'être multiculturel, et en voulant et en soutenant cette diversité. Et donc du coup, amener des questions identitaires dans un groupe multiculturel va le briser. Par contre, ça va renforcer la droite. Parce que la droite traditionnelle, avec un programme nationaliste, avec une identité nationale, se retrouve du coup à pouvoir s'unifier derrière une identité et rassemble les gens. Et c'est ça qui l'inquiète un peu, en fait, la destruction de la gauche et puis le fait que ça renforce la droite de l'autre côté. D'accord. Alors, tu sais un peu ce que j'ai pensé du livre. On en a parlé par écrit, mais je vais expliquer un petit peu, mais je pense que ce serait ce serait bien que tu sois la première à t'exprimer dessus. Je pense que ça intéresse les... Ouais. Non, j'ai parlé. Je pense que ça intéressera les auditeurs de t'écouter, toi, donner ton avis, et puis ensuite on peut voir. Ouais. Ok. Mais là, t'as pas vraiment donné ton avis. Enfin, si tu veux, je peux commencer, mais ce sera bien que tu donnes aussi le tien, puisque là, tu as conduit une présentation, disons, simplement descriptive de ce qu'il raconte. Mais effectivement, j'ai été intéressé... Enfin, j'ai voulu lire ce livre, puisque il traite justement de ces mouvements identitaires, militants, qui, à mon avis, sont difficiles à comprendre en fait si on n'a pas en tête l'évolution de certains aspects de la vie académique américaine, qui est quelque chose qui est largement ignoré, enfin en tout cas éludé par Bouvet. Il n'insiste pas du tout là-dessus. Et je pense que sa thèse d'une continuité du libéralisme, sa thèse selon laquelle ces mouvements militants, identitaires, victimaires, comme j'ai tendance à les décrire, serait une continuité du libéralisme classique, ne me paraît pas du tout convaincante. Je sais qu'aux États-Unis, maintenant, depuis un certain temps, le terme liberal est devenu synonyme de simplement la gauche. Donc dans cette mesure-là, on peut dire que effectivement, ces mouvements-là qui se veulent de gauche sont liberal dans l'acception
contemporaine assez regrettable du terme, mais je pense que dans une acception plus, plus rigoureuse du terme libéral, ça fonctionne pas du tout. Je pense que les idéologies qui sont surtout académiques, qui ont fondé et nourri ces mouvements-là, en fait, justement, ils sont vraiment... c'est des idéologies. Elles se basent de manière assez fondamentale sur l'idée que l'individu, en fait, n'est pas une catégorie pertinente, ce qui est complètement en contradiction avec le libéralisme. Pour eux, il y a des groupes qui sont en fait construits ontologiquement par certaines catégories démographiques qui vont séparer ou rassembler les gens. Et ces groupes sont en fait engagés dans des luttes de pouvoir plus ou moins implicites ou explicites. Et en fait, tout échange intellectuel, en tout cas ce qui en a l'apparence, dans cette lecture postmoderne identitaire, et en fait, simplement, ça n'a que l'apparence d'un échange intellectuel. C'est une lutte de pouvoir entre groupes qui se joue, quoi. Il y a des gens qui représentent, sans forcément trop le savoir, les groupes démographiques dont ils font partie, et ils représentent donc leurs intérêts. Et tous les arguments doivent être lus comme des arguments qui visent simplement à avancer les intérêts des groupes dont les personnes en question font partie. Et donc ça, il y a un gros socle marxiste là derrière, qui est vraiment une sorte de lutte des classes, mais qui n'est plus tellement... qui n'est plus seulement, en tout cas... qui n'a plus seulement cours selon si les gens sont plutôt riches ou plutôt modestes, mais selon tout un éventail en fait de déterminants, enfin pas de déterminants, justement des caractéristiques démographiques. Et donc il s'agit de... En fait, pour les militants identitaires victimaires, il s'agit en fait d'utiliser l'espace public, l'espace intellectuel, afin de renverser ce qui est perçu comme des hiérarchies qui sont au désavantage de certains groupes. Ça peut être les femmes, les homosexuels, les gens qui sont pas blancs, entre guillemets, ou européens, ou chrétiens, ou ce genre de choses-là. Donc d'après eux, il y aurait des sortes de... justement de métanarration, justement pour en revenir à Lyotard, qui structure un peu l'espace intellectuel et qui le structure, ainsi que tout le reste de l'organisation de nos sociétés, au profit de ces groupes privilégiés. Et donc il s'agirait de venir casser en fait ces narrations ou ces épistémés, pour utiliser un terme qui vient de Foucault. Mais je rajoute juste un truc qui est que à mon avis, la meilleure manière de défendre l'idée que ces mouvements-là seraient libéraux, c'est de noter qu'ils ont tendance à revendiquer le droit à la libre association. Ils sont souvent critiqués, ces mouvements, pour pratiquer une sorte d'autoségrégation, les espaces non mixtes. Les féministes sont souvent critiquées parce que elles organisent des réunions non mixtes. Il y a aussi certains groupes militants, disons noirs pour faire simple, ou ce genre de choses-là, qui veulent organiser des réunions en non-mixité. Ils sont fort critiqués. Il y avait un article qui était paru il y a quelques semaines ou quelques mois dans la New Republic, qui disait qu'en fait ça c'est un signe que ces mouvements sont libéraux, puisque simplement en fait ils pratiquent la libre association, qui est effectivement un principe fondamental du libéralisme. Moi je soutiens que en fait ça se casse rapidement la tête, ce raisonnement, puisque il suffit de voir en fait la véhémence
avec laquelle ces mouvements-là refusent la libre association à tous les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et ils refusent même, en fait, souvent la libre expression. Enfin, ils essaient de faire taire les voix discordantes, notamment sur les campus. Ils font vraiment pas mystère des interdictions dont ils frapperaient toute institution qui ne fait pas allégeance à leur idéologie, s'ils en avaient en fait le pouvoir. Donc ces mouvements, dans la mesure où ils auraient l'apparence d'un mouvement libéral, à mon sens, c'est un peu comme tous les autres mouvements politiques, c'est-à-dire qu'ils revendiquent la liberté pour eux et pour ceux qui sont d'accord avec eux. Donc dans cette mesure-là, on peut avoir l'illusion qu'ils sont libéraux, mais ils ne la revendiquent pas du tout, bien au contraire pour les autres, pour ceux qui ne sont pas d'accord, pour les gens qui sont perçus comme en opposition ou gênant leurs objectifs. Et donc la liberté pour moi, mais pas pour toi, en fait, c'est pas du tout libéral. Voilà, je m'arrête là parce que ça fait déjà beaucoup. Je te rejoins sur cette analyse. J'ai l'impression, et les États-Unis sont un pays qui a des talents absolument remarquables et qui sur l'innovation par exemple sont remarquables, mais c'est aussi un pays où le capitalisme est vraiment cynique. Et par exemple, oui, ils utilisent le libéralisme pour le casser, mais si on regarde le mouvement Black Lives Matter, l'association Black Lives Matter Network appartient au Parti démocratique américain, donc notamment par exemple toutes les manifestations qu'il y a eu ce printemps, le grand mouvement qu'il y a eu pour donner de l'argent à BLM, ça va en fait à un groupe qui s'occupe de financer les campagnes des démocrates. Et en fait, on se rend compte quand on regarde financièrement ce qui se passe derrière beaucoup de ces groupes, qu'il y a beaucoup de gens de très bonne volonté et qu'il y a derrière des jeux de pouvoir et d'influence qui en fait manipulent les gens pour servir leurs intérêts. Tu parles du féminisme, par exemple. Les études de genre, dès le début, étaient pas horribles, mais elles n'étaient pas terribles. Et il y a eu quelques très très bons travaux qui sont sortis. Mais légitimement, ça me paraît incroyable qu'une formation scientifique, par exemple, n'ait pas une base sur la biologie très solide, sur les médicaments, sur l'industrie médicale, mais aussi notamment sur tout ce qui est des lois, du règlement, mais de la manipulation, du bien-être mental, et qu'en fait, on puisse faire des études entières où on lit des textes et où on analyse des textes et on apprend des idées par cœur. Et ma question, c'est qu'il y a un moment, c'est tellement mauvais, ça peut pas être par hasard. Il y a forcément des gens... Non, mais je suis sûre à 100% qu'il y a des gens dans chacun de ces groupes qui, par exemple, sur des sujets féministes, se sont dit c'est n'importe quoi, on va lancer ce cours, ça sera mieux, ou on va inviter des gens dans des séminaires qui ont essayé de régler les problèmes. Et donc, il doit y avoir ou alors des groupes de pouvoir, ou alors des financements derrière qui bloquent ces initiatives. Parce qu'on a vraiment des manques dans la réflexion qui pourraient nous améliorer les choses. Il y a un gros travail à faire. Les inégalités aux États-Unis, c'est à pleurer. La France et la Suisse à côté, c'est rien à voir. La Suisse, c'est un pays où on a un relativement bon niveau, enfin on a un très bon niveau de vie. Il y a à peu près 6-8% de la population qui est pauvre. Et même cette partie de la population, il y en a une partie qui vit à peu près décemment. On n'a pas de ségrégation dans les groupes. On n'a pas eu une seule banlieue dangereuse. On a un quartier animé à Genève, mais il est à 2 mètres de la gare en plein centre-ville. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il soit isolé. Et donc c'est possible d'avoir des sociétés multiculturelles sans ségrégation, mais ça demande du travail. Et les revendications identitaires, ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui veulent des solutions, mais qui ne savent pas du tout comment les atteindre. En fait, ils vont harceler le président ou ils vont harceler la hiérarchie en espérant que la hiérarchie sauve le problème, mais ils n'ont aucune réalisation des façons dont il faudrait attaquer le problème pour le résoudre. Et ça veut aussi dire que souvent les groupes, ils se font avoir. C'est-à-dire qu'ils vont faire une demande de féminisme ou de représentation d'une minorité, et puis la hiérarchie en douce, elle en profite pour s'arroger plus de pouvoir ou plus d'argent. Et là, il y a une difficulté vraiment que les gens ils vont devoir reprendre.
Et c'est là où je suis d'accord quand Laurent Bouvet il parle de péril identitaire. C'est une idéologie divisive et qui en plus apporte certains bénéfices, mais vraiment pas autant que ce qu'elle pourrait apporter. Il nous manque des grands leaders intelligents qui voient les choses et qui arrivent à expliquer avec diplomatie, avec compétence, ce qui se passe vraiment. Oui, mais juste pour clarifier, je suis évidemment d'accord aussi pour dire que c'est... divisif, c'est pas tellement français, mais je sais pas comment on dit, que c'est clivant, c'est extrêmement clivant, ça divise les gens, c'est assez clair. Mais ouais, en tout cas, bon, en général, je m'exprime surtout sur ce qui concerne le milieu académique, universitaire, les campus, etc. Mais je pense que c'est représentatif, pour être franc, que c'est la même chose, en gros, d'après ce que j'ai pu voir, qui se passe dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, les revendications de ces mouvements-là sont avant tout sur les questions de représentation. Ils veulent tant de pourcents de professeurs d'université afro-américains, ils veulent tant de pourcents de chercheuses en physique, il faudrait qu'il y en ait 50% parce qu'il y a 50% de femmes dans la population. Sinon, voilà, la seule explication qu'ils peuvent concevoir et qu'ils peuvent accepter au fait que ces proportions-là ne soient pas en place, c'est que il y a un racisme ou un sexisme omniprésent qui empêche certaines personnes d'arriver à faire des études ou ce genre de choses-là. Et selon eux, ça explique l'intégralité de l'écart qu'il y a entre la proportion d'un groupe dans la population générale et puis la proportion de ce même groupe dans un certain secteur professionnel typiquement. C'est un sujet, disons, si on veut résoudre la question ou potentiellement l'amener vers une solution ou vers un nouvel équilibre, je veux dire qui serait plus en adéquation, c'est un sujet délicat, mais c'est un sujet qui prend des années et simplement imposer de la représentation suffit pas. Ça suffit s'il y a suffisamment de gens compétents et qui sont exclus. Donc par exemple, pour ce qui s'agit des femmes et aussi des minorités, tous les postes qui sont obtenus par réseautage, où en fait on sympathise avec les gens, on sait que les gens au pouvoir vont choisir des gens qui sont un peu similaires. Je prends un exemple neutre. À Genève, par exemple, si le chef d'un groupe est français, petit à petit, les nouvelles recrues seront françaises. Et si le chef du groupe est suisse, petit à petit, les nouvelles recrues seront plus suisses. Alors qu'il n'y a pas du tout de volonté de ségréguer, tout le monde parle la même langue, tout le monde vit à 50 km de distance, mais culturellement, entre deux candidats, il y en a un où on se sent un peu plus proche. Et en fait, ça conduit de l'homogénéité dans les structures de pouvoir. Et c'est vrai que quand ils disent des clubs de mecs et tout, qui viennent tous des mêmes mondes, c'est tout à fait le cas. Mais c'est pas forcément du racisme très violent ou du sexisme très violent. Il y en a qui le sont, mais pas tous. Et c'est là où je trouve dommage que les recherches ne se penchent pas sur ces questions un peu subtiles pour proposer des solutions qui soient aussi plus subtiles. Parce qu'il y a aussi de la bonne volonté. Moi, j'ai vu en sciences, il y a beaucoup de profs qui disaient « mais nous, on aimerait bien avoir plus de femmes ». Donc ça veut dire que quand tu te présentes en tant que femme dans le labo, le prof, il se dit « oui, je suis moins familière avec cette personne, mais j'ai envie d'essayer ». Et donc on peut aussi tabler sur la bonne volonté des gens et travailler sur ce genre de choses. Mais ça ne va pas avec une rhétorique du danger, du besoin de la révolution, de devoir changer le système. Donc voilà. Mais il y a des cas de sexisme, de misogynie et de racisme absolument forts. Mais ça va être de secteur en secteur, de groupe en groupe. C'est pas forcément partout pareil. Certainement pas, non. C'est pas partout pareil. Bah oui, il y aura toujours des personnes
Et oui, des personnes qui sont pas bienveillantes. Enfin, en tout cas, envers certains groupes de personnes. Ça, c'est clair, malheureusement. Mm. Mais oui, comme tu dis, il y a beaucoup de bonne volonté, y compris dans ces milieux-là. C'est indéniable. Il y a aussi... je pense que... Enfin, tu seras d'accord avec moi. Hein, je pense que sur ces questions, justement, subtiles, il y a beaucoup de gens qui s'y penchent. Mais justement, il y a une telle ferveur morale, je pense, dans la manière dont ils posent les questions, ils essaient d'y répondre, qu'ils ratent justement certaines subtilités. Enfin, c'est un peu le genre de thèse que j'ai défendu ici et là, c'est que ouais, quand ces chercheurs-là, là je parle de chercheurs qui peuvent se poser la question de pourquoi est-ce que les proportions de groupes démographiques dans certains secteurs professionnels sont telles qu'elles sont. Ils vont, je l'ai déjà dit tout à l'heure en fait, ils vont essentiellement considérer surtout les facteurs de discrimination vraiment explicites, les facteurs, on va dire, un peu plus inconscients, involontaires que tu viens d'expliquer. Je pense je serais étonné qu'ils essaient pas de les prendre en question. Mais après, tout ce qui est facteurs qui ne sont ni des discriminations volontaires, en tout cas des discriminations injustes volontaires, ni des discriminations injustes involontaires, je pense qu'ils sont pas trop considérés. Elles sont pas considérées parce qu'elles sont très difficiles à résoudre. Tu dis pourquoi est-ce que certains groupes sont plus dans certaines professions, par exemple. Voilà. En enlevant toute la discrimination, on va dire... il y a une blague, par exemple, qui dit « Mais les Turcs en Allemagne, ils commencent tous des kebabs. » C'est parce qu'ils savent pas faire d'autres types de business. Mais parce que forcément, si tu arrives dans une ville en Allemagne, tu n'as pas d'argent, tu cherches un travail, bon, voilà. Tu te dis « Je vais lancer mon propre business. » Qu'est-ce que tu fais ? Tu connais d'autres Turcs. Ils ont un magasin de kebab, donc ça veut dire qu'ils peuvent t'expliquer comment acheter la viande, comment obtenir les permis. Et donc, en fait, tu vas te lancer dans ce business simplement parce que tu as des mentors et des gens qui peuvent t'aider à t'y lancer. Et on a la même chose où si les parents sont universitaires, on a plus de chances d'aller en université. Mais c'est simplement parce que les parents, ils connaissent. Et en fait, il n'y a pas du tout... C'est une espèce de sélection, d'autosélection qu'on peut peut-être vouloir combattre, mais on peut pas... C'est pas vraiment une volonté de ségrégation. La solution, en fait, c'est d'étendre la possibilité aux jeunes en leur faisant découvrir plus de monde, plus de possibilités, en essayant de leur offrir d'autres pistes. Et c'est notamment le fait d'avoir les universités gratuites, d'avoir les formations gratuites, pour permettre aux gens de vraiment aller dans des directions différentes de celles de leurs parents et différentes de celles de leur groupe. Mais ça a aussi des intérêts. Si on reste là où on a son réseau, moi je vois par rapport à mes collègues qui viennent de l'étranger, le fait que je maîtrise les codes de la Suisse, le fait que mes parents ils aient des amis partout en Suisse, que je connaisse plein de gens, c'est quand même un gros atout. Et ça va me permettre d'aller dans certaines professions où quelqu'un qui n'a pas ce réseau ne peut pas y aller. Mais c'est pas par méchanceté. C'est des difficultés matérielles du fait qu'on n'est toujours qu'une personne avec une connaissance limitée et qu'on vient de notre famille. Et voilà. Et je pense que si on veut lutter contre, c'est pas facile. Et il faut prendre les choses avec diplomatie et il faut être un peu soigneux pour éviter de blesser les gens, mais aussi de leur permettre d'avancer. C'est pas mal comme mot de la quasi-fin. Est-ce que tu souhaitais rajouter des choses sur cet ouvrage de Laurent Bouvet ? Écoute, je pense qu'il a en partie tort sur cette transformation du libéralisme culturel de combat au libéralisme identitaire, comme il en parle. Par contre, il me semble qu'il décrit bien la façon dont les partis de gauche font la transition. C'est-à-dire qu'ils se tenaient sur cette espèce de libéralisme 19e, 20e siècle et qu'ils sont devenus un peu mous, en fait.
Et que du coup, quand arrivent ces nouvelles idées avec ces nouvelles personnes opprimées qui ont besoin d'aide, et ben, ils font la transition sans vraiment réfléchir aux impacts, parce qu'en fait, ils sont plus vraiment formés au libéralisme du XXe siècle. Et donc là, je pense qu'il a raison. Sur la transition des politiciens, je pense qu'il la diagnostique assez bien. D'accord. Bon, c'est... Je me prononce pas là-dessus, mais en tout cas, ouais, je maintiens que sur l'histoire intellectuelle de la chose et voilà, le fait vraiment qui fait de ces mouvements victimaires, identitaires, ayant une grosse dette intellectuelle, je crois, envers le postmodernisme, des héritiers du libéralisme classique, je pense que c'est une erreur assez grosse. Et en fait, en France, je crois qu'il y a une tendance assez générale qui est que tout le monde blâme ce qu'il n'aime pas. Enfin, tout le monde reproche ce qu'il n'aime pas au libéralisme. Donc Laurent Bouvet, on l'a compris, il n'aime pas certaines évolutions peut-être de sa famille politique, en tout cas comme il les perçoit. Et il blâme le libéralisme comme d'autres blâment le libéralisme pour beaucoup de choses. La pauvreté serait la faute du libéralisme, je sais pas, la criminalité serait la faute du libéralisme, etc. etc. Enfin bon, c'est un peu une note d'humeur que je m'autorise pour finir, mais voilà, je pense qu'il y a une tendance lourde en France à reprocher un peu. Chacun reproche, quel que soit son propre camp, tout ce qu'il n'aime pas, enfin une certaine partie de ce qu'il n'aime pas au libéralisme. Oui, ce qui est intéressant, en tout cas en Suisse, le Parti libéral radical et puis les Verts libéraux, on a plusieurs partis verts, c'est des partis centre-droite et dans certains cantons, ils sont même franchement à droite. Donc, à gauche, les gens se diraient plus, peut-être un peu... Les gens de gauche qui sont un peu libéraux, ils se diraient qu'ils sont de gauche à tendance un peu anarchiste. Ouais. Donc plutôt moyen un petit gouvernement, disons. Mais parce que le libéralisme est quand même souvent vu à droite. Et je pense que c'est là où je comprends les critiques, c'est que par exemple on dit toujours ah mais le libéralisme, mais en fait le libéralisme n'en a rien à fiche qu'un tiers de la population meurt de faim. Le but c'est que tout le monde ait peut-être accès aux opportunités, peut-être un système de santé, mais puisse voter. Et après le reste on est censé se débrouiller. Et on se rend compte au XXe siècle que non, ça ne suffit pas. Il faut qu'on travaille ensemble si on veut et permettre aux gens de sortir de la misère. Et pour répondre à ces questions, le libéralisme n'est pas équipé. Il n'est pas fait pour ça. Bon. Je veux dire, pas qu'ils soient incompatibles. On peut trouver une solution qui soit libérale, qui convienne avec le libéralisme. Mais en tant que base de la réflexion, il ne va pas nous dire comment organiser... comment est-ce qu'on va gérer les orphelins, par exemple? Comment est-ce qu'on gère les enfants de violeurs? Comment est-ce qu'on gère les personnes âgées? Il n'a pas vraiment de réponse. Parce que c'est pas fait pour. Je suis pas vraiment d'accord. Enfin, il y a quand même une littérature importante d'auteurs qui ont théorisé et défendu le libéralisme, y compris au XXe siècle, qui ont réfléchi à un nombre important de questions. Bon, voilà, je veux pas argumenter là-dessus parce que c'est pas le propos, mais ouais, juste ouais. Enfin voilà, non, c'est tout. J'insiste pas, mais je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que les gens qui ont lu les auteurs libéraux te diraient qu'ils sont pas d'accord. Bah écoute, je vais devoir aller les lire. Ouais. Et pour le lien entre libéralisme et pauvreté, sortie de la pauvreté, tout ça, il y a le bouquin de Steven Pinker, Enlightenment Now, qui
qui explique un certain nombre de choses. Je sais pas si tu l'as lu. J'ai jamais lu Pinker, j'en ai juste entendu parler. Ouais, d'accord. Enlightenment Now. Enlightenment Now, ouais. Enfin, il explique que quand même l'accès disons le développement des économies de marché est l'un des facteurs importants qui ont permis l'amélioration des conditions humaines à peu près partout où ça a été essayé, y compris en Chine. Pinker fait la blague, qui n'en est pas une, enfin il faut la prendre au sérieux, mais c'est dit de manière humoristique que Mao, quand il est mort, a fait plus que n'importe qui d'autre dans la lutte contre la pauvreté, par le fait de mourir, puisqu'il a permis en fait une certaine ouverture en fait de l'activité économique en Chine, qui a permis une sortie de centaines de millions de personnes de la pauvreté sur le moyen terme. Ça, sur la pauvreté et puis sur la faim dans le monde, sans le coronavirus, on aurait fait des progrès. C'est assez remarquable. Non, mais on peut tout à fait dire que le fait d'avoir des économies libérales a permis de réduire de façon extraordinaire la faim dans le monde. C'est pas que les gens vivent bien, mais les énormes famines, maintenant, en général, elles sont politiques. Elles sont plus naturelles, elles sont plus dues à des causes naturelles, et ça, c'est quand même un progrès incroyable. Voilà, par exemple. Oui, là, je te rejoins tout à fait sur ce diagnostic. Ok. Est-ce que tu... Dis-moi, vas-y, je te laisse parler. Non, je pense que c'est une bonne façon de finir, ou bien? D'accord. Tu souhaiterais rajouter encore quelque chose avant de s'arrêter ou... À ton audience, si vous avez apprécié de m'écouter, vous pouvez me retrouver sur Twitter ou sur ma chaîne, à Codelore, Codelare. Voilà. Oui, mais je les encourage à y faire un tour. Je pense que ce sera du temps pas gaspillé. Voilà, merci beaucoup Laure d'avoir accepté l'invitation, d'avoir raconté brièvement tes mésaventures de thèse et puis d'avoir discuté de quelques-unes de tes lectures qui m'ont bien intéressé. Merci de m'avoir invité, c'est avec plaisir. À la prochaine. Bonne soirée. À bientôt, ciao. Bonne nuit, ciao. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.